Bon, je pouvais pas commencer cette vidéo sans vous dire que effectivement j'ai été absent un peu ces dernières semaines. Franchement, j'étais pas très bien. L'état du débat public, etc. me rend vraiment mal actuellement. Mais bon, je ferai une autre vidéo hein, pour vous expliquer tout ça. Là, en attendant, j'ai décidé de me rattraper. Donc la vidéo, vous l'avez compris, ça va être sur la croissance. Donc installez-vous confortablement, prenez-vous une petite tasse de thé et on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va étudier une idée qui est l'alpha et l'oméga de la politique française depuis 40 ans. Les dirigeants ne jurent que par elle, c'est la croissance. Pour augmenter le pouvoir d'achat des citoyens, il faut la croissance. Pour augmenter le nombre d'emplois, il faut la croissance. Pour réduire l'endettement public, il faut la croissance. Bref, c'est encore et toujours la croissance qui nous promettrait le bonheur et le bien-être ad vitam aeternam. Sauf que cette idée-là, telle qu'elle est appréhendée par les gouvernants, elle est juste en train de nous conduire dans le mur. Parce que nous faisons face aujourd'hui à 3 impasses. Une impasse politique, une impasse écologique et enfin une impasse philosophique. Et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Alors sur le plan politique, il faut commencer par dire qu'il y a un non-dit quand on vous parle de croissance. Ce non-dit, de la part des dirigeants politiques, c'est qu'on ne pourrait pas répartir la richesse autrement. Comprendre qu'il n'est pas question pour eux qu'on taxe plus ceux qui gagnent beaucoup d'argent pour redistribuer aux autres. Non, dans leur esprit, la seule possibilité, la seule option possible, c'est d'augmenter la taille du gâteau. Et en fait, de cette manière, ils sont en train de nous imposer ce qu'on appelle la politique de l'offre. La politique de l'offre, elle consiste à favoriser, aider les entreprises en baissant la fiscalité, en baissant les charges sociales entre guillemets, en flexibilisant le marché du travail. Bref, on va essayer comme ça de favoriser ce qu'on appelle les acteurs de la production pour dynamiser l'économie. Sauf que le résultat, on le connaît, parce que ça fait maintenant 30 ou 40 ans que ces politiques elles sont appliquées, et on l'a vu dans les épisodes précédents. Finalement, certes, on a un peu de croissance, mais qui ne bénéficie qu'à quelques-uns qui n'arrêtent pas de s'accaparer les richesses, au détriment de tous les autres, soit qui basculent dans la pauvreté, soit qui sont en train de commencer à vivre un déclassement, c'est-à-dire une baisse de leur niveau de vie. Oh là là, c'est la décadence. Hein. Si cette loi est votée, eh bien on attire une condamnation quand même sur notre société. Et puis par ailleurs, on l'a vu, la croissance en fait elle dépend en très grande majorité quand même de la conjoncture mondiale. Or depuis les années 70, le monde occidental connaît une baisse de son niveau de croissance, si bien que sur les 20 dernières années, on a peiné à maintenir une croissance à un niveau supérieur à 1%. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les politiques qui basent leur programme sur des hypothèses de croissance à 2%, 2,5%, 3%, ils sont complètement à la masse et ils sont juste en train de nous mentir. Ce sont des charlatans, il n'y a pas d'autre mot. Et donc pour prendre au sérieux maintenant des politiques, il faut leur demander de faire des programmes sur des hypothèses de croissance qui sont modérées, voire même faire des programmes politiques sur des hypothèses de zéro de croissance et qu'ils nous expliquent leurs solutions pour faire fonctionner la société mieux, sans croissance supplémentaire. Après, évidemment, hein, si on arrive à avoir un peu de croissance, ça facilitera les choses et ça permettra peut-être de donner plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat. Mais trouvons les solutions déjà sans hypothèse de croissance parce que de fait, il n'y a plus beaucoup de croissance ces dernières années dans le monde en général. Alors évidemment, je sais bien que la croissance, c'est une question assez sensible parce que à l'échelle individuelle, il y a beaucoup de personnes, dont je faisais partie, hein, il y a encore pas si longtemps que ça, qui considèrent que c'est problématique de mettre une limite à l'accumulation des richesses. Et il y a toujours eu un paradoxe que je voudrais vous présenter à titre d'exemple. J'ai toujours vu des gens qui n'avaient aucun problème avec les rémunérations des dirigeants du CAC 40 qui sont extrêmement élevées, qui, on va dire, globalement sont à peu près de l'ordre de 1 million d'euros par mois, mais qui en revanche scandalisent tout le temps des rémunérations des footballeurs qui, pour les meilleurs d'entre eux, atteignent ce même ordre de grandeur. Et là, il y a un paradoxe parce que on a d'un côté des dirigeants du CAC 40 qui, dans un système globalisé, libre-échangiste, ont finalement pour mission surtout de délocaliser les entreprises qui sont en France ou en tout cas dans des pays avec des coûts salariaux assez élevés, et bien finalement de transférer leurs entreprises dans des pays à bas coûts salariaux pour augmenter les marges des actionnaires. Voilà, la France n'est plus une championne de l'industrie, on le sait, mais elle est la championne des délocalisations et le pays le plus désindustrialisé du G7
quasiment à égalité avec la Grande-Bretagne. C'est le constat assez déprimant qui vient d'être dressé par France Stratégie. C'est un rapport de 600 pages qui vient d'être remis à l'Assemblée nationale et qui dresse le panorama le plus complet, je crois, depuis longtemps, de l'état de l'industrie française. Une industrie qui a été réduite de moitié en 40 ans, qui ne représente plus que 10% des emplois et qui ne pèse plus que 13% du PIB. Donc est-ce que ces dirigeants du CAC 40, ils favorisent vraiment notre économie? Est-ce qu'ils méritent vraiment leur rémunération? On pourrait en discuter quand même, mais ça semble choquer personne. Alors que d'un autre côté, on a des footballeurs qui gagnent ces sommes-là, mais qui remplissent des stades, qui génèrent du coup énormément de droits de télévision, qui génèrent un nombre d'emplois considérable, c'est-à-dire tous les salariés qui travaillent pour les clubs professionnels de football. On pourrait dire que d'un certain point de vue, les footballeurs, ils méritent bien plus leur rémunération que ceux du CAC 40, des dirigeants du CAC 40. Si bien qu'il y a deux conclusions à en tirer. La première, c'est que finalement, il y a une propagande assez intense qui est menée dans les médias pour nous faire accepter les rémunérations exorbitantes que les dirigeants du CAC 40 obtiennent. Et la deuxième conclusion, oui, bon, le chat est parti, a priori, lui, ça ne l'intéresse pas. La deuxième conclusion, c'est que finalement, ça nous apparaît assez évident, comme le bon sens, intuitivement, que la rémunération, elle doit être corrélée aux critères de l'utilité commune, à la valeur qu'on apporte à la collectivité à laquelle on appartient. Et d'ailleurs, ce critère de l'utilité commune, on l'oublie souvent, mais c'est l'alinéa 2 de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et on a vu, par exemple, pendant la crise du coronavirus, combien il y avait d'emplois qui étaient des métiers essentiels à la nation. C'est comme ça d'ailleurs que, y compris le gouvernement, les a qualifiés. Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Et qui pourtant sont parmi les plus mal payés du pays. Je rappelle qu'à l'inverse, les milliardaires du pays, ils sont une quarantaine, une cinquantaine. Pour 80% d'entre eux, ce sont des héritiers. C'est-à-dire que la notion de mérite qu'on nous vante en permanence en nous expliquant que y a le self-made man qui se fait tout seul et s'il en est là, c'est par la force de son travail, de sa compétence et de ses mérites exclusifs. Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi? Vous voyez que c'est une fable, que ça ne repose sur rien et qu'en réalité les inégalités elles viennent bien plus de l'héritage, des traditions et de la consolidation de positions acquises. Bon, a priori ça, je parle des riches et le chat, lui ça l'intéresse. Donc vous voyez, c'est les positions acquises qui ont formé les inégalités et certainement pas les questions de mérite. Parce que dans notre société aujourd'hui, la notion de mérite, elle a vraiment plus beaucoup de sens. En tout cas, elle n'est plus du tout effective. Bon, Zénon, écoute, ce serait bien que tu te décides. Donc, soit tu restes, soit tu pars. Mais si tu pouvais éviter de me déconcentrer. Bon, soyons clairs. Les inégalités dans une société, elles doivent être justifiées et justifiables. Ça veut dire que la politique doit arrêter de seulement essayer d'atténuer ou de modérer la montée des inégalités. C'est pas ça qu'on doit faire. La politique, elle doit être là pour s'attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire la clé de répartition des richesses. Et pour ça, il y a à agir sur le niveau des salaires, mais aussi sur les politiques fiscales et sociales de redistribution. Donc disons-nous les choses. On peut admettre peut-être que les salaires les plus élevés dans la société soient de l'ordre de 10 000 euros, ou peut-être même 30 000 euros par mois. Mais en revanche, il est totalement inadmissible qu'on ait des salaires de 100 000 euros par mois, voire jusqu'à 1 million d'euros par mois, et même plus. Si on retenait cette valeur de 30 000 euros, ça veut dire qu'on serait à peu près sur l'ordre d'un rapport de 1 à 20 entre le plus bas salaire et le plus haut salaire, c'est-à-dire 1 500 euros en bas de l'échelle et 30 000 euros en haut de l'échelle. Et si on fixait d'ailleurs ce rapport de 1 à 20, finalement celui qui gagne 30 000 euros par mois, il peut tout à fait s'augmenter. Il pourrait même s'augmenter de 2 000 euros, mais à la condition d'augmenter de 100 euros le salaire minimum, c'est-à-dire que les gens d'en bas gagneraient 1 600 euros, alors lui aurait la possibilité de dégager une rémunération de 32 000 euros par mois. Bon, c'est pour vous donner un ordre d'idée, mais je crois que c'est sur ces bases aujourd'hui qu'il faudrait discuter, parce que véritablement, il est temps de réduire le périmètre des inégalités de rémunération. Ouais, parce qu'on ne peut plus admettre qu'il y ait des gens qui gagnent 4000 fois, 4800 fois un SMIC.
Enfin, je veux dire, ces gens-là, ils auraient donc des besoins 4000 fois supérieurs à ceux du commun des mortels. Et s'il vous plaît, la gifle, c'est combien? Ça n'a strictement aucun sens. Mais même prenez un métier qui est peut-être l'un des métiers les plus nobles, les plus difficiles qu'on puisse exercer dans la société, celui de chirurgien. Bon, il a fallu faire des études, c'est un métier extrêmement compliqué, extrêmement angoissant, qui demande beaucoup de dextérité. Bon, il faut comprendre que même le chirurgien, il n'est pas là tout seul, il a une équipe avec lui, il travaille dans un hôpital, donc il y a des gens qui ont dû construire cet hôpital, et puis le chirurgien il a dû faire des études de médecine, il a dû acquérir un savoir, et pour ça il s'est appuyé sur un certain nombre de personnes qui avant lui ont étudié la médecine, et donc il a pu bénéficier de cette transmission de connaissances. Bref, ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que derrière ces actes très difficiles qu'un être humain peut réaliser, et qui lui valent effectivement une rémunération conséquente, il y a eu toute une chaîne d'êtres humains qui sont passés par là. Et finalement, il y a ce qu'on pourrait appeler une mutualisation des aptitudes humaines, et on est donc tous interdépendants les uns des autres. Donc on ne peut pas décorréler comme ça des rémunérations les unes des autres et avoir des rapports qui vont de 1 à 100 ou de 1 à 1000, voire de 1 à 10 000 parfois. Ça, c'est plus possible, il faut en terminer. Parce que cette accaparation des richesses par une petite partie de la société, elle n'est pas seulement immorale, elle est surtout parasitaire pour le fonctionnement de l'économie en général. Parce que c'est à cause de ça qu'on a des gigantesques stocks d'épargne qui se sont constitués, et qu'on a donc un volume d'argent colossal qui gravite dans la sphère financière, qui ne sert qu'à la spéculation, et qui ne va jamais dans l'économie réelle, donc qui ne sert ni à la consommation des ménages, ni à l'investissement des entreprises. Et donc ça, finalement, ça atrophie totalement la dynamique de l'économie, et c'est ça qui fait qu'on a notamment un chômage de masse de 6 millions de personnes, et qu'on a donc des vies détruites en permanence, tout simplement parce qu'il y a une petite partie des gens qui veulent plus faire en sorte que l'argent retourne dans le circuit de l'économie. Ça c'est mon or, et mon or c'est mon argent, voilà. Alors je vous parle souvent des 1%, des 0,1%, je profite de l'occasion pour vous donner quelques chiffres sur les revenus. Vous faites partie des 10% les plus riches si vous gagnez au moins 5 000 € par mois. Vous faites partie des 1% les plus riches si vous gagnez au moins 14 500 € par mois. Vous faites partie des 0,1% les plus riches, c'est-à-dire 60 000 personnes en France, si vous gagnez au moins 49 000 € par mois. Et vous faites partie des 6 000, c'est-à-dire des 0,01%, si vous gagnez au moins 167 000 € par mois. Et là, je vous ai indiqué les revenus à titre individuel, mais si vous voulez obtenir les revenus au niveau du ménage, il faut multiplier par 2. Donc vous voyez que ça fait quand même un sacré de personnes qui ont des revenus absolument colossaux. Et oui, il va falloir les imposer beaucoup plus. D'ailleurs, Thomas Piketty le préconise. Il prévoit effectivement des impôts beaucoup plus forts, que ce soit sur le patrimoine ou sur les revenus, pour permettre une redistribution des richesses beaucoup plus large, beaucoup plus grande, et finalement construire une société plus juste, plus égalitaire, plus légitime, où la notion de mérite pourra à nouveau redevenir réalité, et où toutes les personnes qui le peuvent pourront avoir un emploi, et un emploi payé dignement. Vous voulez, pour qu'on soit bien clair, vous voulez taxer les plus riches des plus riches à 90%. Donc c'est pas la taxe à 75% que Hollande n'a pas fait, c'est 90%, on est bien d'accord. Oui, alors n'est-ce pas légèrement excessif, Thomas Roosevelt, c'était 92%, sans prendre en compte les impôts des États, c'était uniquement l'impôt fédéral sur le revenu. Et je vous répète, Léa Salamé, le taux de croissance du revenu national par habitant aux États-Unis était 2 fois plus fort lorsque c'était le cas entre 1950 et 1980-90 que ce que ça a été depuis les années 90. Alors je le connais, l'argument des partisans du statu quo, ceux qui ne veulent pas qu'on augmente les impôts pour les plus riches et qui viennent nous dire oui bon écoute ça va quand même, on vit bien dans notre pays, on a le confort, on a tout, t'as qu'à regarder dans les autres pays, pauvres à l'étranger, finalement nos pauvres chez nous, de quoi se plaignent-ils? Bon, cet argument c'est vraiment ne rien comprendre à la psychologie humaine. Il y a une différence à faire déjà entre la pauvreté et l'appauvrissement. C'est difficile quand vous avez connu un certain niveau de vie de voir que vous vivez moins bien aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans. Et puis surtout, ce qu'il faut voir, c'est que le problème que posent nos sociétés actuelles, c'est celui de la sécurité économique, ou je devrais dire plutôt de l'insécurité économique. Quand, il y a 30 ou 40 ans, vous perdiez votre emploi, comme il n'y avait pas de chômage ou quasiment pas, vous pourriez très facilement retrouver un emploi. Donc vous ne viviez pas dans la peur et dans l'angoisse de vous retrouver à la rue, ou en tout cas de connaître de grosses difficultés financières.
Et c'est ça le nœud du problème, le cœur du problème. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des millions de gens qui certes peut-être ont un emploi, mais qui savent qu'il ne faut pas qu'elles commettent le moindre écart, qu'il n'y ait pas la moindre difficulté de la vie, parce que sinon elles passent à la trappe, elles passent dans la trappe. Parce qu'elles vont, si elles perdent leur emploi, elles vont plus pouvoir payer leurs factures, elles vont plus pouvoir payer leur loyer, elles vont plus pouvoir payer leur crédit, donc on va pouvoir saisir leur maison, elles pourront plus nourrir leur famille. Bref, toute une cascade d'événements qui font qu'elles vont se retrouver dans la précarité. Et ça peut être, bien sûr, peut-être parce que vous êtes victime d'un licenciement abusif, mais parfois aussi vous êtes simplement victime d'une maladie, et c'est pour ça que vous perdez votre emploi. Et toutes ces conditions-là, finalement, elles organisent la guerre de tous contre tous, parce qu'il n'y a plus de protection, parce qu'on ne fait plus en sorte que ceux qui peuvent travailler aient un emploi, et que ceux qui ne peuvent plus le faire soient aidés par la société. Alors on organise une concurrence et une insécurité généralisée. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent dans la peur tout simplement. Et quand la peur devient le moteur de l'action humaine, ça veut dire que l'État a failli dans sa mission de protection. Et quand vous avez un État qui est censé représenter l'intérêt général, qui ne protège plus les citoyens, alors le contrat social, il est caduc. Et c'est là que vous assistez à la violence physique. C'est la violence révolutionnaire qui est en train de répondre à la violence institutionnelle que je viens de décrire. Et donc vous avez effectivement des manifestations qui dégénèrent, des affrontements entre la population et les forces de l'ordre. Et puis en dernière instance, malheureusement, vous arrivez aussi à la guerre civile. Et c'est pour ça que la croissance, c'est une impasse. La croissance telle qu'ils nous la vendent, qui conduit à la montée des inégalités, qui conduit à l'insécurité économique pour les 99% de la population. Voilà pourquoi ça nous emmène dans une impasse politique. Parce qu'au bout du bout, il y a forcément la violence. Il y a forcément au bout du bout la guerre civile. Et c'est ça qu'on veut éviter. On veut essayer peut-être de vivre dans une société harmonieuse, juste, et donc qui permet à tous ceux qui le peuvent de travailler, parce qu'il n'est pas question de se tourner les pouces, et aussi d'aider évidemment tous ceux qui ne peuvent pas, je pense notamment aux handicapés. C'est à la société évidemment de subvenir à leurs besoins. Et je crois que ce sont des règles simples, des règles basiques, des règles élémentaires, et pourtant on en est encore très loin. Alors on part pas de rien, parce que en France on a une tradition, une histoire d'un État social fort et protecteur. Sauf que depuis 40 ans, nos dirigeants politiques, ils s'appliquent à le détruire, pièce par pièce, bloc par bloc. Et c'est cette dynamique-là qu'il faut enrayer, il faut les stopper et remettre au contraire beaucoup plus de protection pour rassurer tout le monde, tout simplement. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière, on a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et puis il y a une deuxième impasse avec la croissance, c'est l'impasse écologique. On ne peut plus viser une croissance infinie dans un monde qui a des ressources limitées. Or, on a déjà un problème de démographie, parce qu'on sera a priori 9 milliards d'êtres humains sur Terre en 2050, alors qu'on n'était que 2 milliards en 1927. Or, déjà aujourd'hui, on consomme bien plus de ressources naturelles que ce que la planète est capable de régénérer. En 2019, la date du jour du dépassement, c'est comme ça qu'on l'appelle, se situait au 1er août 2019. C'est-à-dire qu'à partir du 1er août, on consomme des ressources que la planète n'est plus capable de renouveler. Autrement dit, l'humanité est en train de consommer des ressources que les écosystèmes sont incapables de renouveler. Donc vous comprenez bien que cette question d'accès aux ressources naturelles, à un moment ou à un autre, on va se prendre le mur en pleine tête. Et bon, ça va pas pouvoir continuer comme ça éternellement. Parce qu'aujourd'hui, il est clair et établi, il y a un consensus scientifique sur le sujet, ce sont les activités humaines qui causent le réchauffement climatique. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ça veut dire que ce sont nos modes de production et de consommation qui sont en train de mettre en péril l'écosystème qui permet la vie humaine et qui donc est en train de menacer très sérieusement notre avenir à moyen ou long terme. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde. Et il y a plein d'indicateurs qui véritablement sonnent comme des signaux d'alerte, qui sont extrêmement inquiétants. Et on ne peut pas simplement ne pas les regarder, ne pas s'en occuper en faisant comme si de rien n'était. Alors on a déjà les émissions de CO2, on en parle souvent, mais elles n'arrêtent pas d'augmenter. Et c'est encore plus 2,8% d'augmentation en 2018, ce qui est bien au-dessus des objectifs qui avaient été fixés par l'accord de Paris sur le climat. Ensuite, on a une température qui, depuis 1880, a augmenté de 1 degré.
Alors bien sûr, 1 degré, on peut se dire de loin que c'est pas grand-chose, mais demandez-vous ce que ça fait 1 degré quand c'est votre corps qui subit ce changement de température. Quand vous passez de 37,5 à 38,5, vous voyez que c'est neutre sur votre organisme ou est-ce que ça n'a pas des conséquences extrêmement importantes? Pour la planète Terre, c'est exactement pareil. C'est honteux! Et puis on commence à le voir très sérieusement, les effets de ce réchauffement climatique. La dernière décennie, ça a été la plus chaude de l'histoire tout entière. Ensuite, on a une augmentation du niveau des mers, ce qui entraîne une érosion des littoraux, une impossibilité de cultiver sur ces littoraux, et puis on a une augmentation assez forte des intempéries, des inondations, et ça concerne tout le monde, y compris les Français. On l'a vu notamment dans le sud, avec beaucoup d'épisodes qui se sont produits. Donc il ne faut pas se croire à l'abri parce que nous en France, on a toujours eu un climat tempéré. Nous aussi, on va subir de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Et puis il y a des conséquences délétères aussi sur les animaux. La population des animaux vertébrés, elle a baissé de 58% en moyenne entre 1970 et 2012. Et aujourd'hui, on a encore 26 000 espèces qui sont menacées. Donc vous voyez que ce changement climatique, il touche tous les pans de la vie humaine, mais pas seulement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on commence à en sentir quelques effets ici ou là, le propre des crises, c'est de progresser par paliers. Et tous les points qui sont atteints sont des points de non-retour. C'est irréversible. C'est pour ça que c'est très urgent aujourd'hui de prendre conscience de cet enjeu-là et de changer la manière de faire. C'est pas seulement les mesures cosmétiques de nos dirigeants politiques qui vont nous permettre de sortir de l'impasse, de sortir de l'ornière. Il faut rompre radicalement avec nos modes de production et de consommation. Et pour ça, il faut changer totalement de paradigme. Ça veut dire que la politique néolibérale mondialiste qu'on a connue pendant des années et des années, qui a consacré en quelque sorte la soumission des États-nations à ce qu'on appelle le marché, autrement dit les multinationales, ça n'est plus possible. Les États doivent réguler l'économie. Les États doivent taxer ou interdire les activités qui sont polluantes et donc doivent à nouveau dominer les multinationales. Si on ne fait pas ça, c'est pas la peine d'essayer d'expliquer qu'on fait de l'écologie. On n'en fera pas. Et là-dessus, je crois qu'il faudrait que chacun ait à l'esprit cette citation qui est attribuée à Chico Mendes, qui était un syndicaliste brésilien, et qui disait « L'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage ». Et pourquoi sans la lutte des classes? Parce qu'en réalité, il y a des rapports très sérieux qui sont sortis et qui nous expliquent que ce sont les plus riches de la société qui évidemment polluent le plus, puisque ce sont eux qui ont les activités polluantes, ce sont eux notamment par exemple qui prennent l'avion. Et donc finalement, si on ne met pas un stop au mode de vie de ces gens-là en redistribuant la richesse plus équitablement, alors on aura toujours de la pollution, alors on ne pourra pas changer de modèle économique. Donc vous voyez que tout se tient. Impasse politique et impasse écologique, c'est-à-dire justice sociale et justice climatique, les deux sont les deux faces d'une même pièce, d'une même politique qu'il faudrait conduire, et dans les deux cas, il faut rompre avec ce qu'on appelle le modèle néolibéral qui veut que le marché, les multinationales, eh bien, font la loi et dominent les États-nations et derrière les États-nations, les peuples. Enfin, il y a une troisième impasse que je voudrais aborder assez rapidement, mais c'est l'impasse philosophique. On ne peut plus vivre dans une société qui nous a expliqué que la croissance égale le bonheur, que le progrès technologique égale le bien-être. Ça, c'est une pensée qui est totalement individualiste, qui finalement nous explique que on peut être heureux seul, sans se situer ni dans l'espace ni dans le temps. Alors dans le temps parce qu'on n'aurait plus besoin de se situer dans le cadre de l'héritage qu'on a reçu, ni dans l'objectif de transmettre un avenir désirable aux générations qui viennent, et puis ne pas se situer dans l'espace parce que finalement on ne conçoit autrui que dans la mesure où il peut répondre à nos besoins personnels, mais non pas comme un être à part entière et un être qui peut nous apporter du bonheur aussi, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le bonheur, il n'est jamais individuel. C'est impossible. La condition du bonheur pour un être humain, elle se fait dans son appartenance à une communauté. Alors ça peut être la famille, une association, la nation, l'humanité, peu importe. Et ça peut être tout ça à la fois d'ailleurs. Mais il faut bien comprendre qu'en tout cas, l'être humain ne peut se réaliser que dans ses relations avec les autres. Et donc on a une pensée qui nous a contaminés, une pensée individualiste, et on ne peut plus continuer avec ça. Il faut absolument se remettre en question, parce que la politique c'est aussi ça,
ça commence aussi par s'interroger sur les conditions pour atteindre le bonheur. Or, la plupart des gens ont une vision assez superficielle de la vie et du bonheur. Finalement, le bonheur, ça se limite au désir de consommation. Et c'est comme ça qu'on en arrive à l'idéal d'accumulation de richesses où on aurait réussi sa vie, on aurait atteint le bonheur si on devient milliardaire. À quoi ça vous sert d'avoir autant d'argent que des millions, voire des milliards? Moi, je pense même d'ailleurs que ça vous rend malheureux d'être trop riche. Parce que, alors on va pas commencer à dire que les riches pénaliseraient le reste de la société. Hein. Ça, c'est objectivement ce qui se passe. Mais évidemment, comme la propagande est menée pour nous expliquer que ces gens-là sont ceux qui tirent la société vers le haut, c'est pas ça qui serait cause de leur souffrance. En revanche, je pense qu'à partir d'un certain niveau d'accumulation de richesse, bon, vous avez fait le tour assez rapidement de ce qui est possible de consommer dans la société. Ce qui veut dire que ce que l'argent vous procure, c'est plus le pouvoir de consommer, mais c'est le pouvoir de contrôler, et notamment de contrôler autrui. Ça engendre nécessairement une dérive qui peut être pathologique. Je pense que quand vous êtes sur le désir de contrôler autrui, alors vous développez votre ego, vous développez votre narcissisme, et vous êtes ensuite pris dans un système de concurrence où d'autres personnes aussi, comme vous, essaient d'avoir le maximum de contrôle, et finalement, tous les échecs que vous connaissez, c'est une atteinte énorme à votre psyché, et ça peut être cause de gros tourments, de grandes souffrances. Si ces gens-là, si les plus riches étaient rationnels, mais leur égoïsme devrait les pousser à agir pour le bien des autres. En fait, si on est rationnel, on ne peut pas se permettre d'être égoïste. Il faut aussi penser aux autres, parce que sinon on crée les conditions de sa propre souffrance psychologique. Mais on sait bien que les êtres humains, ils sont quand même plus disposés à céder à leurs passions plutôt qu'à les dominer par la raison. On ne peut pas en vouloir, ou en tout cas reprocher à ces gens-là d'accumuler la richesse comme ils le font, parce qu'ils sont comme tous les êtres humains, et peut-être que vous ou moi, si on avait les mêmes possibilités qu'eux, on ferait pareil et on tomberait dans les mêmes travers, dans les mêmes vices. C'est pour ça que c'est à la société de se donner les règles pour protéger les individus de ce vice, de ce risque de dérive. Nous devons nous fixer des règles qui vont nous permettre effectivement d'empêcher que ces situations arrivent. Je crois que ça, c'est une révolution philosophique qu'on doit faire tous ensemble, où on doit tous comprendre que l'accumulation des richesses infinies, comme on l'a vendu pendant des années, comme j'ai pu y croire moi-même quand j'étais plus jeune, tout ça c'est fini. C'est un modèle qui est nauséabond et c'est pour ça qu'il faut rompre avec ce modèle qu'on appelle néolibéral. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Bien sûr, vous pouvez creuser chez vous par vos propres moyens, parce que sur chacun des angles que j'ai abordés, ça mériterait des développements beaucoup plus larges. Mais j'ai essayé de vous donner des clés de compréhension pour déconstruire le discours dominant, la propagande médiatique qu'on nous sert en permanence sur la croissance. Et aujourd'hui, il est temps que les gens comprennent que tout ça, ça n'est que du vent, ça ne sert plus à rien et que ça nous conduit dans le mur. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis nous, on se retrouve très vite.